Quand on vous parle de Kennedy, je suppose que les 3 initiales de JFK pour John Fitzgerald Kennedy vous viennent tout de suite en mémoire. Le 35e président américain est surtout connu en Europe pour avoir été brutalement assassiné le 22 novembre 1963 d'une balle dans la tête. Lee Harvey Oswald, l'assassin, fut lui-même tué quelques jours après l'assassinat. Le commanditaire et les raisons précises de l'un des assassinats les plus emblématiques de l'histoire sont à ce jour inconnus du grand public. John faisait partie d'une importante fratrie et lignée, et ne fut malheureusement pas seul à connaître une fin tragique. Son frère Robert, également politicien, remporta l'investiture du Parti démocrate en 1968, et avait alors toutes les chances de remporter la présidentielle de cette année. Pourtant, le soir même de sa victoire à la primaire en Californie, il fut assassiné. Les circonstances de l'assassinat des deux frères restent encore assez peu connues, et ont engendré de nombreuses théories du complot. Ces 2 assassinats ne sont pourtant pas les uniques malheurs qui frappèrent la famille Kennedy. Le terme Kennedy est une anglicalisation du nom Sinead, je garantis pas la prononciation. Historiquement, une des dynasties importantes irlandaises pendant plusieurs siècles au Moyen-Âge, avant la conquête de l'île par le royaume d'Angleterre à partir du XVIe siècle. Au milieu du XIXe siècle, comme des milliers d'autres, suivant la grande famine qui eut lieu en Irlande, en partie provoquée par les Britanniques, des membres de la famille Kennedy quittèrent l'Irlande pour s'installer à Boston, dans le Massachusetts, en 1849. La famille allait alors s'établir là-bas. Le couple, s'étant installé, eut plusieurs enfants. L'aîné, Joseph Patrick Kennedy Sr., né en 1888, allait être le premier Kennedy à tenir d'importantes positions politiques au sein du gouvernement américain. Son père, Patrick, ayant émigré, avait lui été élu dans le Parlement du Massachusetts. JPK Sr. allait aussi être celui ayant démarré la malédiction Kennedy. Il a en effet eu 9 enfants en bonne famille irlandaise catholique, qui ont donc beaucoup d'enfants, dont John, le 2e, et Robert, le 7e. JPK, donc businessman d'importance, allait tremper dans énormément de secteurs différents, surtout le cinéma qui était alors en plein essor à partir de la première moitié du XXe siècle. Alors, une grande partie de la fortune de la famille Kennedy, c'est un petit peu faite, enfin c'est même en partie faite, à cause d'affaires assez louches que JPK aurait eues durant la Prohibition. Rappelez-vous, la Prohibition, c'est une période qui a eu lieu aux États-Unis dans la première moitié du XXe siècle, où la vente d'alcool était tout simplement interdite. Et la mafia et plusieurs groupes criminels se sont fait un blé monstre en vendant de l'alcool frelaté, souvent extrêmement dangereux. Et il y a fort à parier, selon certaines études, que les Kennedy auraient à ce moment-là trempé dans ce business et auraient fait une partie de la fortune de la famille à cause de ça. Dans tous les cas, il allait devenir une personnalité très importante au sein de la vie politique américaine. En 1929, l'impensable se produit. La bourse de Wall Street s'effondra et la plus grande crise économique s'étant jamais produite s'abattit alors sur le monde, frappant les États-Unis donc de plein fouet, surtout les États-Unis. JPK, alors businessman, soutint la candidature d'un homme important du Parti démocrate, faisant partie alors de son aile gauche. Vous avez sans doute entendu parler de Franklin Delano Roosevelt, lui-même Theodore Roosevelt, qui était un ancien président américain. Donc Roosevelt allait bénéficier de l'appui et du soutien de JPK, qui soutint sa campagne en grande partie. Roosevelt fut élu en 1932 sur le programme du New Deal, promettant de restructurer massivement l'économie américaine par, pour simplifier, parce qu'on pourrait passer des heures à parler du New Deal, en gros d'énormes investissements fédéraux, réformes sociales importantes et en réinjectant de l'argent massivement dans l'économie. C'est-à-dire en faisant des projets massifs d'infrastructures, par exemple, pour faire de l'emploi en fait. Projet que le New Deal a globalement assez bien marché, selon certains indicateurs. Le soutien de Joseph Patrick Kennedy était en tout cas très opportuniste. Roosevelt fut réélu sans aucun problème en 1936, étant au summum de sa popularité, et JPK en fait ne visait ni plus ni moins que la présidence, une hypothèse qui aurait pu être absolument cataclysmique si elle s'était produite. On va y revenir un tout petit peu plus tard. Donc, les Kennedy avaient des ambitions politiques assez importantes, et JPK était le premier à viser la présidence des États-Unis. Donc, pour le remercier de ses services, il fut envoyé par Roosevelt à Londres en tant qu'ambassadeur à partir de 1938. Donc rappelez-vous, en 1938, Hitler est déjà bien installé au pouvoir et on est tout proche de la guerre. Et Kennedy va donc s'aligner une grosse frange de la société britannique. Il était en effet un fervent partisan de l'appeasement, donc qu'on peut traduire par apaisement, qui était la politique voulue par le Parti conservateur au pouvoir, par une large frange du Parti conservateur au pouvoir, et dirigée par Neville Chamberlain, à ce moment-là. L'appeasement, c'est une politique conciliatrice, tout simplement, vis-à-vis du Troisième Reich d'Adolf Hitler qui réarmait à toute vitesse et s'étendait en Europe, réarmant la Rhénanie, zone pourtant démilitarisée par le traité de Versailles. La Rhénanie, c'est une zone juste à côté de la France, de l'autre côté du Rhin, et qui avait été démilitarisée, et les Allemands y sont rentrés sans problème en 1936.
L'Allemagne annexe aussi l'Autriche, avec l'Anschluss en 1938, ainsi que les Sudètes, une région très industrialisée appartenant à la Tchécoslovaquie. C'est l'ouest du pays, la Tchécoslovaquie. Donc, bon, les Sudètes, c'est actuellement en République tchèque. Et voilà, donc les Sudètes sont annexés en 1938. Les Sudètes furent donnés en pâture par le Royaume-Uni et la France dans la conférence de Munich. Partisan d'une ligne plus dure, plus dure face au Reich, la France, très instable politiquement et non soutenue par les Britanniques, ne put imposer sa vision. Mais c'est un sujet sur lequel nous reviendrons dans une vidéo ultérieure. Bref, tout ce petit contexte pour dire que Kennedy développa, en fait, dans le même temps, une rhétorique extrêmement antisémite et fortement isolationniste. C'est-à-dire qu'il ne voulait absolument pas que les États-Unis se mêlent d'un conflit inter-européen. Selon plusieurs sources, il était inquiet des exactions faites contre les Juifs en Allemagne, non pas à cause des victimes en elles-mêmes, mais parce qu'il était très inquiet de l'image que les Américains allaient se faire de l'Allemagne nazie. Imaginez un peu le processus de pensée. Donc le fils aîné de JPK, du coup, Joseph Jr., né en 1915, était l'allié le plus proche de son père, politiquement parlant. Lui ne cache pas en fait, après une visite en Allemagne datée de 1934, son admiration pour le régime hitlérien, le programme d'une, ouvrez les guillemets, construction d'une race nouvelle. Il était celui qui était poussé à devenir politicien, en fait, parce que c'était le fils aîné. Son père rêvait de voir un jour un catholique à la Maison Blanche. JPK entretint également des relations avec Charles Lindbergh, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, alors, on peut dire que c'est un aventurier, parce qu'il s'agit effectivement du premier homme à avoir traversé l'Atlantique en avion en 1927, ce qui était quand même un exploit à l'époque. Bon, du coup, il a fait ça. Et après, il s'est mis à verser dans le fascisme. Donc, parce que Lindbergh devint en fait le plus bruyant des non-interventionnistes aux États-Unis, suspecté d'être l'un des fondateurs du fascisme aux États-Unis, de par ses partisans. JPK donc fut rappelé du Royaume-Uni en 1949 et écarté de la vie politique personnellement, détruisant ses chances de potentiellement candidater à la présidence. Alors Joe Jr., le fils aîné, préparait déjà plus ou moins son entrée en politique. Mais la guerre rebattit les cartes. Malgré sa vie politique, il se battit et fut le premier des Kennedy à mourir d'une mort non naturelle. Pilote, son avion explosa en août 1944 suite à un problème au niveau de l'explosif situé sous la carlingue de l'appareil. Il fut tué sur leur champ. Le deuxième fils, donc JFK, a servi dans la marine et se battit dans le Pacifique. Il commandait un torpilleur. Au pays, donc, JFK se retira dans sa famille et, confronté au problème de sa fille aînée Rosemary, qui connaissait parfois des changements d'humeur assez importants, fit pratiquer sur elle une lobotomie en 1941 alors qu'elle était âgée de 23 ans. La lobotomie était une pratique médicale, aujourd'hui condamnée et jugée comme barbare et interdite à peu près dans l'essentiel des pays du monde, visait en fait à sectionner une partie du cortex préfrontal à l'avant de la tête afin d'atténuer certains comportements. Ce qui avait été autrefois présenté comme une révolution en psychiatrie, parce que si on s'intéresse à ça brutalement, c'est-à-dire quelqu'un qu'on jugeait hystérique, on lui sectionnait une partie du cortex préfrontal, après il n'y avait plus rien. Mais c'était bien le problème justement, c'est qu'il était très calme, beaucoup trop calme justement. C'était en fait un désastre épouvantable cette épuration, ça détruisait les personnes. Celle qui était décrite, donc Rosemary Kennedy à l'humeur changeante, mais donc très pétillante, très active socialement, très charmante, fut complètement détruite par cette opération supposée l'aider. En fait, la lobotomie la renvoya à l'état mental d'un bambin en incapacité à vivre seule, complètement. Rosemary Kennedy fut complètement isolée et fut dépendante jusqu'à la fin de sa vie en 2005. La famille Kennedy, sous l'impulsion de JPK, l'occulta totalement et elle devint en quelque sorte la honte de la famille pour avoir simplement eu des problèmes et une opération désastreuse pratiquée sur elle. Rosemary Kennedy, c'est une membre de la famille dont on parle très peu, alors qu'elle a eu une histoire absolument tragique et c'est quelqu'un qui s'est vu sa vie volée, à cause des idées préconçues de l'époque. À la fin de la guerre, la famille Kennedy était déjà dans une situation beaucoup plus compliquée. Vous voyez, 2 de ses membres de la fratrie avaient disparu de la vie de tous les jours, l'une donc écartée et l'autre était mort, et c'est John, le second, qui allait commencer son ascension politique. Résolument différent de son frère aîné et de son père, son passé de combattant allait déterminer de nombreuses choses en matière politique. Il n'entretenait pas non plus de vues antisémites ou pro-nazis, ayant été partisan de l'intervention américaine dans le conflit. Commençant son ascension, il fut élu à la Chambre des représentants, alors c'est la chambre basse du Parlement américain, donc vous avez le Sénat et vous avez la Chambre des représentants, en 1947, avec le soutien de sa famille, voyant toujours en lui celui qui pourrait devenir le premier président catholique des États-Unis. Il se maria en 1953 avec Jacqueline Bouvier, surnommée Jackie à la suite, d'origine française et irlandaise. La même année, il devint sénateur, donc un poste plus important, et continuant son inéluctable ascension et se dégageant d'une partie des démocrates de l'époque. Alors il est important de recontextualiser, parce que les partis américains à l'époque étaient différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Ainsi, les politiques ségrégationnistes aux États-Unis, encore très actives dans les années 50, étaient surtout soutenues par les démocrates.
Auparavant, en fait, parce que les démocrates militaient pour une plus importante décentralisation dans les États, au détriment du pouvoir fédéral de Washington. A l'inverse, le Parti républicain, historiquement, a souhaité durant une longue partie de son histoire un renforcement du pouvoir de Washington devant être plus important que celui des États. Et vu que c'est du pouvoir fédéral que les régulations contre le... Bon, d'abord, c'est Lincoln qui avait mis en place, enfin qui s'est attaqué à l'esclavage, et Lincoln était un élu du Parti républicain, et c'est du coup, traditionnellement, plutôt le Parti républicain qui a combattu la ségrégation. De fait, le vote afro-américain, jusqu'aux années 1960, était surtout dirigé vers le Parti républicain, vu comme celui qui combattait la ségrégation. Il s'agit d'une logique globale, hein, mais c'est difficile de raisonner de manière générale, parce que les positions idéologiques d'un démocrate dans les années 50 venant du Massachusetts, État du Nord, étaient en général très différentes de celles d'un démocrate de l'Alabama, État le plus conservateur et ségrégationniste de l'histoire américaine. Les démocrates étaient très divisés à l'époque. C'est une simplification de la politique américaine, parce qu'on pourrait y consacrer une vidéo. Toujours est-il que cette fameuse logique avait commencé à entamer un changement à partir de 1932, quand Roosevelt fut élu, étant l'un des premiers présidents à s'opposer publiquement aux politiques ségrégationnistes, sa femme Eleanor étant surtout celle qui fit du lobbying important contre ceci. Bref, JFK était quelqu'un qui était favorable à la fin de la ségrégation, et représentait donc pour les démocrates une nouvelle idée et une nouvelle branche, lui permettant donc de rallier les républicains favorables à cette cause. Il a en fait créé un noyau autour de lui. Il lança sa campagne entre 1960 contre d'autres ténors du Parti démocrate, et fut notamment soutenu par son frère Robert, dit Bob, qui dirigea sa campagne, qui fut très serrée contre les autres opposants démocrates. Face à lui se tenait le charmant et toujours souriant Richard Nixon, candidat investi par le Parti républicain. JFK fut élu président des États-Unis en novembre 1960 à l'issue de l'élection présidentielle la plus serrée de l'histoire américaine. Il réussit à rallier le vote essentiel des populations du Sud, notamment les Afro-Américains, en ayant axé une grande part de sa campagne sur les droits civiques, l'un des actes majeurs de son mandat, tout en gardant une ligne fermement anticommuniste, rassurant une société américaine alors en pleine crise de psychose face à la peur grandissante d'infiltration communiste au sein du pays. Son élection en menant une nouvelle ère dans la politique dit du containment, à savoir contenir l'influence des communistes dans le monde. Ceci explique par exemple l'intervention à Cuba en début 1961, tentant de mener une contre-révolution contre Fidel Castro qui s'assit au pouvoir en 1959 après avoir renversé Batista, changeant tout simplement la couleur politique de la dictature. On passe d'une dictature pro-américaine à une dictature pro-soviétique. Le mandat de Kennedy marqua également l'intensification de la présence américaine au Vietnam. Il y avait eu la guerre d'Indochine, puis qui évolua en la guerre du Vietnam, faisant escalader le conflit. C'est également sous sa présidence que le monde passait au plus proche d'une troisième guerre mondiale avec la crise des missiles de Cuba. Donc Cuba était donc devenu un allié des soviétiques au début des années 60, et les soviétiques y déploient en début 1960 des troupes. Et surtout, ce que repèrent les avions américains, ils y déploient des lanceurs nucléaires capables de frapper tous les grands centres américains de la côte Est. Ceci est vu à Washington comme une menace directe, et une escalade va s'en suivre en octobre 62, où les États-Unis bloqueront Cuba par la voie navale, déterminés à empêcher tout renfort soviétique d'entrer, alors même qu'une armada soviétique s'approche de l'île avec pour ordre clair et direct d'y entrer, coûte que coûte. La chasse navale s'engage donc, la flotte américaine voulant chasser les sous-marins soviétiques hors des eaux. Devant l'imminence d'un conflit dévastateur, il faut vous dire qu'on était prêt, c'est que l'essentiel du monde était prêt, les missiles étaient chargés, on était prêt à commencer la guerre. Kennedy et Khrouchtchev, qui dirigent l'Union soviétique, disent c'est pas possible, il faut qu'on désarme. Et ils parviennent à un accord crucial. Les soviétiques retirent leurs missiles de Cuba, et les Américains, en contrepartie, retirent leurs missiles en Turquie. Un accord qui sera en fait jaugé plus tard à l'avantage des Américains. C'est-à-dire que le matériel présent en Turquie était de bien moindre facture que celui que les Soviétiques avaient déployé à Cuba. La gestion de la crise fit encore augmenter la popularité de JFK, qui s'attaqua en 1963 à la question des droits civiques, notamment souhaitant démanteler une bonne fois pour toutes le système ségrégationniste encore en place dans les États du Sud, sous la forme des Jim Crow Laws. Les Jim Crow Laws, c'était des lois absolument iniques qui proclamaient « separate but equal », séparés mais égaux. C'est-à-dire que c'était là, vous avez connu, vous avez les bus pour les noirs, les toilettes pour les noirs, et puis bien sûr les bus pour les blancs, les places pour les blancs, voilà. C'était soi-disant les mêmes droits, voilà. Il faut dire que les droits politiques, par exemple des Afro-Américains, étaient assez réprimés également. Donc il est forcé d'agir plus rapidement à cause des manifestations qui secouent le sud du pays en 1963. À Birmingham, donc aux États-Unis, en Alabama, pas au Royaume-Uni, en mai 1963 étant parmi les plus marquantes, solidifiant les anti-ségrégationnistes suite à la violence de la réaction des autorités face à des manifestants souvent lycéens et très jeunes. Le combat pour les droits civiques est surtout porté par le procureur général des États-Unis, imaginez-vous l'équivalent du ministre de la Justice en France,
et qui n'est autre que Robert Kennedy, donc nommé à ce poste suite à l'élection de son frère. En bref, la campagne pour les droits civiques battait son plein de la deuxième moitié de l'année 1963. Le speech de Kennedy de juin 1963 sur la question lançant réellement la machine. Fin novembre 1963, Kennedy commence également commence doucement sa campagne présidentielle pour l'année suivante. Il est alors en visite à Dallas, au Texas, pour commencer donc, à se rallier déjà. Le 22 novembre 1963, à 12h30 précisément, le véhicule de Kennedy tourne sur Elm Street dans le centre. Posté dans un bâtiment, Lee Harvey Oswald tire 3 balles. La première manque le président, la seconde le touche à la gorge et la troisième atteint sa tête, le tuant sur le coup. John Fitzgerald Kennedy est mort 19 ans après son frère aîné. Le cataclysme de la mort du président américain plongea le monde dans la panique, l'URSS en premier lieu. Il semble avéré que le gouvernement soviétique n'a joué aucun rôle dans la question. Les soviétiques voulaient en être certains. Lee Harvey Oswald, arrêté, fut toutefois tué 2 jours après par le propriétaire d'une boîte de nuit, nommé Jack Ruby. Ce dernier clame que son acte n'était motivé par rien d'autre que la justice, en fait, pour faire justice, et que lui avait terriblement mal vécu la mort de Kennedy. Les enquêtes successives qui s'interrogèrent sur le mobile de Ruby donnèrent des résultats assez contradictoires. Peut-être a-t-il été aidé, peut-être pas. Encore une fois, les rapports sont contradictoires. Je vous encourage à les lire sur l'affaire parce que c'est très intéressant. Encore une fois, on ne peut pas en parler là parce que parler de l'assassinat de JFK, ça tiendrait 3 vidéos. Dans tous les cas, le fait qu'il ait tué Oswald a empêché le grand public de connaître la vérité sur l'assassinat de JFK. On ne sait pas qui sont les commanditaires d'Oswald. À ce jour, donc, on ne sait toujours pas, le grand public ne sait pas qui a commandité l'assassinat. Il y a certains experts qui disent que les services secrets américains le savent très bien, mais que c'est une information qui est classifiée, ce qui est compréhensible. Les théories, donc il y en a des sérieuses et des moins sérieuses, vont de l'assassinat par des groupes d'extrême droite affiliés au Ku Klux Klan, parce que les groupes d'extrême droite haïssaient JFK de tout leur être, parce qu'ils les attaquaient, donc, notamment en détruisant les Jim Crow Laws, à l'administration américaine elle-même, la théorie de la 3e balle, que c'était un coup monté par la CIA, enfin voilà, il y a beaucoup de théories. Certains évoquent aussi le passé mafieux de Kennedy, qui aurait refait surface et aurait expliqué cet assassinat. Que peut-être que Kennedy avait fait des concessions pour être élu, par exemple, et qu'il n'aurait pas respecté ses concessions pour la mafia, et qu'il aurait été tué. Bon voilà, comme je disais, il y a de quoi faire des vidéos entières. La mort de John est toutefois une tragédie d'ampleur mondiale, mais ne fait que motiver son jeune frère, Robert, donc qui était procureur général des États-Unis, à s'investir plus en profondeur dans la politique encore, afin de continuer le travail que son frère commença. Les démocrates gagnent en tout cas la présidentielle de 1964, l'ancien vice-président de Kennedy, Lyndon B. Johnson, devenant président. Lorsque vint 1968, RFK, pour Robert Fitzgerald Kennedy, est une étoile montante de la politique américaine. À la surprise de peu de monde, celui-ci se lance dans la course à la primaire pour décrocher la nomination officielle et devenir le candidat des démocrates à la présidence. Personne toutefois ne pensait qu'il allait lui arriver malheur. Et c'est bien malheureusement ce qui se produit. Au sein de la primaire démocrate en Californie, ce qui est une immense victoire pour Kennedy, le 5 juin 1968, une fête est donnée dans un grand hôtel. Terminant son discours, RFK quitte la scène et est tué par plusieurs coups de revolver portés par Shiran Shiran, un activiste jordanien. Les motivations n'étaient pas claires non plus. Celle invoquée par Shiran fut que RFK soutenait Israël et souhaitait envoyer des renforts militaires une fois élu. Le Moyen-Orient, à ce moment-là, est en proie à d'effroyables tensions opposant le nouvellement créé État d'Israël à la Ligue arabe. Des témoins affirment toutefois que l'un des gardes du corps du candidat aurait porté le coup fatal à Robert Fitzgerald Kennedy. Encore une fois, la situation n'est pas claire. La mort de Robert fit que Ted, le plus jeune frère, devint en fait l'homme en charge de la famille. Ses 3 frères ont été tués, et le père n'était plus en charge en fait, de diriger la famille, c'était un homme très âgé. Ted Kennedy eut plusieurs positions politiques suite à cela, il devint sénateur plus tard et n'est mort qu'en 2009. La malédiction Kennedy, comme on l'appelle, comme elle a été appelée par la suite, donc, comme vous avez pu le voir, frappa la famille. Il y a eu énormément de morts non naturels, donc que ce soit des accidents d'avion, il y a eu d'autres accidents d'avion un petit peu plus tard, dans les années 70, et plusieurs autres membres de la famille Kennedy, que ce soit des cousins, des membres directement, des cousins de RFK, de JFK, sont morts dans différents accidents. Il y a eu des accidents de voiture, il y a eu des cancers, il y a eu des overdoses, énormément sont morts. Voilà, donc c'est pour ça que certains sont mis à parler d'une malédiction qui se serait abattue sur la famille. Il y a une raison assez claire à cela, c'est-à-dire que c'est une famille irlandaise, très établie aux États-Unis, et c'est une famille extrêmement large, très grande, et qui est très étendue. Donc, il y a des centaines de Kennedy aux États-Unis, et c'est pour ça que si on s'intéresse à ça, on en trouve beaucoup qui sont morts de manière non naturelle.
Mais toujours est-il que sur l'assassinat de JFK et de RFK, donc les deux frères les plus connus de la famille Kennedy, on ne connaît toujours pas à l'heure actuelle, des archivistes, des historiens s'arrachent les cheveux parce qu'on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui a motivé en fait ces assassinats. On ne sait pas. Peut-être aura-t-on la réponse un jour, peut-être que les réponses sont dans les archives du gouvernement américain, et que c'est des informations beaucoup trop secrètes pour être données au monde. Il y a beaucoup de choses qui sont classifiées, en tant que secret défense. Et c'était en tout cas l'histoire de la famille Kennedy et de la tragédie qui l'a entourée.